Ça a permis à certains auteurs en devenir d'acquérir une plume, d'apprendre à écrire des nouvelles, tout simplement. Parce qu'en définitive, tout le monde fait ça. Même les gens qui disent qu'ils n'ont jamais fait d'écriture, qui pensent que l'écriture ne s'apprend pas, ils ont quand même autour d'eux des gens qu'ils admirent, notamment des auteurs, et qui se passent leurs textes de façon à s'améliorer dans leur artisanat. Donc nous, on a fait ça. Ensuite, il y a eu des anthologies. Il y a notamment une anthologie de science-fiction qui s'appelle Dimension Suisse, publiée chez Rivière Blanche, qui ne figure pas dans le livre de Jean-François Thomas, parce qu'elle est sortie une année après, en 2010. Et là, ça fait un petit peu la boucle avec le livre de Jean-François Thomas. Parce que ça s'arrête à Georges Panchard et François Rouillet, et là, on reprend le flambeau. Et là, bon, je peux commencer évidemment à citer des noms. Il y a, je crois, les noms qui ressortent le plus souvent, c'est Laurence Suner, qui a une trilogie de Space Opera à la Talente. Là, il y a le 10e tome qui vient de sortir. Il y a Vincent Gessler qui a sorti 2 titres, Cygnus et puis Mimosa. Ensuite, on a... Bon, moi-même, modestement, j'ai pas écrit vraiment, mais j'ai un recueil de nouvelles, Singulier Pluriel, qui est sorti l'année passée chez les éditeurs suisses. Il y a Yvan Bidivi, qui a sorti aussi chez Rivière Blanche, 33e itération. Qui va être sur le festival, qui est en polar SF, et il est cette année ici. Yvan, tu es là? Il est là? Ah, voilà. Ça n'intéresse pas les SF suisses. Après, il y avait Wildy Potou. Il y a Wildy Potou, bien entendu, qui maintenant n'habite plus en Suisse. Elle est au Canada. Non, elle est aux États-Unis. Ok, et je crois qu'elle écrit en anglais parce qu'elle est parfaitement bilingue. Donc, je ne sais pas si elle est représentative d'une SF suisse, mais c'est une excellente auteure et elle a écrit des livres majeurs et elle est valaisanne. Elle a été primée plusieurs fois. Pour Tigre au ralenti, je crois. Et puis, il y a Georges Panchard, dont on a parlé tout à l'heure, qui a eu la particularité de publier chez Ailleurs et Demain, qui est une collection de Robert Laffont, de Gérard Klein. Donc là, ça faisait une vingtaine ou 25 ans que lui, il n'acceptait plus d'auteurs francophones dans sa collection, et tout à coup, boum, enfin un texte inédit en français, et c'est un petit Suisse qui l'a écrit. Donc voilà. Ensuite, il y a François Rouillet, qui non seulement est un nouvelliste, un romancier en devenir, et qui est en train de travailler sur un projet très, très important, mais également un théoricien de la science-fiction. Il a écrit plusieurs ouvrages consacrés à divers thèmes de la science-fiction, notamment les drogues, c'est sa spécialité parce qu'il est pharmacien de formation. Qui s'appelle... Pardon? Là, j'ai pas entendu. C'est rassurant. Oui, quand même. Stup et Fiction, qui a, je ne sais pas si c'est pour celui-là ou un autre qu'il a remporté le Grand Prix de l'Imaginaire, et c'était pas celui-ci. Non. C'était... bon, enfin bref, peu importe, vous renseignerez après coup. Oui, tu allais dire. Là, on va donner la parole à Natacha. D'accord, ça marche. Laurent, je le garde pour la bonne bouche, si j'ose dire. Waouh! Alors, s'il vous plaît, je vais peut-être faire un petit son avant de prendre la parole. Non, je vais essayer d'être rapide et synthétique parce que je sais que c'est la mission que m'a confiée Jeanne. Donc je ne vais pas faire une synthèse évidemment de tout, mais simplement peut-être essayer de donner quelques grandes idées forces pour finalement donner un petit peu plus de hauteur par rapport à tout ce qu'on a dit. Alors d'abord sur l'héritage, on parle souvent de l'héritage de Jules Verne, que la science-fiction c'est l'héritage de Jules Verne, etc. Mais bon, dans l'histoire de la science-fiction française, donc Jeanne, tu es remontée jusqu'au XVIIe siècle. On pouvait aller oui, enfin 16e, oui, enfin bon, non, mais voilà. Non, 17e c'est bien. Alors simplement dire que d'un point de vue de la critique, tu te situes dans ce qu'on appelle la critique de Pierre Versin, d'accord, qui fait remonter donc justement la science-fiction quasiment jusqu'à l'Antiquité, avec l'épopée de Gilgamesh, puisqu'il parle du thème de l'immortalité. Non, mais voilà, mais on ne va pas jusque là, mais ce que je veux dire, c'est voilà, ça c'est vraiment l'idée de Versin, et c'est une famille de critiques. Et puis l'autre famille de critiques, c'est plutôt évidemment faire naître la science-fiction dans les années 1926 avec Gernsback, et puis donc la création de sa revue et de ce qu'il appelait la science fiction, c'est-à-dire
un récit finalement à base, enfin comportant, on va dire, un fait scientifique. Hein, c'est exactement la définition que voulait donner Gernsback. Voilà, donc simplement voilà je dirais deux lignes de critique par rapport à la science-fiction. Deuxième chose, revenir un tout petit peu sur je dirais la période que tu as un peu survolée entre 1890 et puis Barjavel. C'est ce que nous appelons, alors plusieurs termes, hein, là je ne pose rien parce que les dénominations sont évidemment, à mon avis, toutes valables. Donc c'est ce qu'on appelle la proto-science-fiction ou encore la science-fiction ancienne ou encore la science-fiction archaïque. Hein, voilà. Donc qu'est-ce que c'est la proto-science-fiction? Parce qu'en fait c'est de la science-fiction avant la science-fiction. C'est tout simplement un ensemble de récits, je dirais, qui appartiennent à des genres divers, comme le merveilleux scientifique, défini donc par Maurice Renard, les voyages extraordinaires et excentriques, ça nous sortons d'un colloque au Canada sur le sujet, excentrique c'était le titre de la série par exemple de Paul Divois, mais aussi l'anticipation, le roman d'aventure. Enfin à cette période, tout ça, ça se mélange, notamment en France, et ça se mélange aussi à l'utopie parce qu'en France, et je pense que Jean-Louis l'a bien montré aussi par rapport à la science-fiction donc québécoise, il y a quand même toute une tradition de littérature utopique et qui va se mêler à tous ces divers genres, à ce roman populaire, pour ensuite donner naissance effectivement au XXe siècle à la science-fiction. Alors dans cette période-là, il y a quand même des thèmes qui introduisent la science-fiction en tant que telle, comme par exemple l'Apocalypse, la fin du monde. Je pense par exemple à la fin du monde de Flammarion, très intéressant parce qu'en fait Flammarion décline toutes les sortes de fin du monde, par le froid, par la chaleur, par la soif, etc. C'est Rony par exemple avec La mort de la Terre en 1910. Mais aussi les extraterrestres, donc les auteurs de cette période évoquent des Vénusiens, des Sélénites, des Martiens, aussi des mutations. Ça c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, mais dans ces romans-là on va retrouver donc des mutants, les premiers mutants, des voyages dans l'espace bien sûr et des technologies nouvelles. Alors j'en cite quelques-uns comme ça, on a déjà cité. Dans les années 20 par exemple, Ernest Pérochon, donc Ernest Pérochon, José Moselli, Maurice Renard que nous avons déjà cité, Paul Divois, je ne peux pas tous les citer, mais quelques romanciers populaires, Théo Varlet, Gustave Le Rouge, etc. Tu me fais penser, romancier populaire, justement, Laurent, c'est ton tour. Certes. C'est toi ça. C'est moi, oui. Dans ton œuvre, qui a été primée l'année dernière par le prix René, c'était Les étoiles sont balance, où je... Perdu, raté, quand c'est la moi. Mais c'est normal que je m'en souvienne pas, il m'a volé le prix René sous le nez. Oui, donc voilà, en plus je l'ai vu faire. C'était en 2011 et c'était pour Les pilleurs d'âme. Pour Les pilleurs d'âme. Tu as choisi un type de SF qui est assez proche de la SF du Fleuve Noir, une SF de fun, d'aventure, de grande vision galactique, on va dire avec des héros très contestables. Et tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que ça pourrait paraître une espèce de retour en arrière, et pourtant, tu nous fais ça là, maintenant, et ça marche, du Tonnerre de Zeus. Alors t'en penses quoi, toi, pour la descendance de la SF? Moi, j'ai jamais vraiment été influencé par les Américains, de toute façon. J'ai été baigné au fleuve, donc je ne vais pas parler de moi, mais j'ai été baigné au fleuve, et pour moi, la science-fiction, ça commence avec le Fleuve Noir des années 50. J'ai commencé à lire des trucs, pas dans les années 50, parce que j'étais quand même extrêmement jeune dans les années 50, mais j'ai commencé à lire des trucs du Fleuve Noir. Ça fait 35 ans. Tais-toi, Yann, tais-toi. J'ai commencé à lire des trucs dans les années, on va dire, 70, 75, c'était mon grand âge d'or de la science-fiction, de la lecture de science-fiction à l'époque. Et j'ai commencé avec le Fleuve Noir. J'ai découvert les Américains plus tard, un petit peu en même temps. J'ai lu Pour une autre terre de Van Vogt, quand c'est à peu près... quand c'est sorti chez Marabout, je crois, dans les années 75, par là. Peut-être Georges pourra nous donner l'année, mais bon. C'était sorti dans les années 60. C'est vrai. Moi, je l'ai lu en 75, voilà. Donc c'était une réédition. Ouais, c'était une réédition, ouais. Et donc ça m'a intéressé, mais sans plus, parce que je trouvais que les Américains étaient beaucoup trop concentrés sur un aspect peut-être politique, peut-être beaucoup plus profond que les Français. Ce qui m'intéressait, c'était l'aventure. C'est ce que disait Jeanne, j'écris des romans populaires, et pour moi, le roman populaire, c'est un roman d'aventure qui vous embarque, qui vous trimballe de droite et de gauche, et qui vous fait des plaies et des bosses, et quand vous avez fini le roman,
Vous n'avez qu'une idée, c'est d'aller courir à la librairie et chercher un autre roman du même mec. Voilà. À l'époque, je lisais des gens qui peuvent paraître maintenant et de la même fille aussi, Charogne. Oui, aussi, oui, pareil. Maintenant, je lisais des gens à l'époque qui peuvent paraître maintenant contestables, du style Peter Randa, par exemple, mais aussi d'autres personnes de cet acabit-là. Et pour moi, la SF, c'est quelque chose qui vous entraîne quelque part. Parce que quand on regarde dans l'histoire que tous ces gens super, comment dire, j'allais dire éduqués, documentés, tout ça, scientifiques, érudits, voilà, c'est le mot que je cherchais. Moi, je possède que des mots de moins de 6 lettres en général, donc dans mes livres, voilà, je l'ai prévenu. Voilà. Et donc, moi, ce que je cherchais, c'était avant tout l'aventure. Et je trouvais que l'aventure, elle s'était perdue dans les romans américains, puisque les romans américains étaient basés sur de la politique, étaient basés sur des choses, de la prospective, des choses, des déviations de ce qu'avait été Jules Verne. Si on prend par exemple, alors ne jetez pas des trucs à la figure, hein, si on prend par exemple Asimov, j'ai trouvé que Asimov avait dans son style quelque chose qui revenait à Jules Verne. Il parlait des machines comme on parlait Jules Verne, mais Jules Verne avec un but qui était, à son époque, n'existait pas, elle commençait à naître, et Jules Verne avait inventé le merveilleux scientifique. Asimov a inventé les rois de la robotique, ce qui est tout aussi inventif, qui est beaucoup plus tard, et qui met quand même un grand pied dans le monde de expliquer par la politique ce qu'est devenu l'être humain. Bon. Moi, ça ne me parlait pas particulièrement, hormis que ces histoires étaient tout à fait digestes, qu'on pouvait tout à fait s'identifier à ces héros, y compris Calvin, qui était une femme. Ah, ouais, je t'en cite une, voilà. Oui, ben voilà. T'as pas choisi la plus sympa non plus. Non, je n'ai pas choisi la plus sympa, mais il n'y a pas de raison de choisir la femme la plus sympa. Pourquoi je choisirais la femme la plus sympa? Je ne vais pas non plus parler de la femme la plus sexy qui... Ah, mais ça, il n'était pas question de ça. Mais bon, si, qui à mon sens c'est Lara Croft, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Et c'est pas bien Casimov. Est-ce que Lara est présente? Oui, non, j'ai fait attention, je pense bien. Non. En ce qui me concerne, la SF, pour ce qui est de tout le monde a parlé, elle a commencé au XVIIe siècle, au XVIe siècle, peu importe, en France, machin, avec des écrivains francophones. On ne parle pas d'écrivains américains qui datent du XIXe siècle et qui fait de la science-fiction. On peut parler d'écrivains britanniques. Oui, je vois Georges se hérisser. On peut parler d'écrivains... Garpo, alors. Oui, non, mais Garpo, il n'a pas fait de la science-fiction. Il en a fait. Ouais, bien sûr, oui. Bien sûr. Oui, mais c'est moi qui ai le micro. Mais bon, dans la science-fiction américaine, elle commence, en ce qui me concerne, la science-fiction américaine marquante, elle commence dans les années 30. Avant les années 30, en France, il y avait de la science-fiction marquante, tous les gens de l'Aïr, etc. Avant, au 19e siècle, on avait des Jules Verne. Avant, on a eu Cyrano de Bergerac, on a eu tout ça.